Dans notre quête de l'emballage plus durable, on a vu dans le premier épisode que même s'ils sont recyclés en fin de vie, les emballages suivent encore largement un modèle linéaire. Produire, consommer, jeter. Pourtant, ce modèle atteint ses limites. Derrière chaque emballage, qu'il soit à usage unique ou réutilisable, il y a des choix qui influencent son impact environnemental et social. Remettre en question la pertinence de l'emballage, c'est aussi remettre en question le système qui l'a produit. Mondialement, c'est 6,9 % des ressources extraites qui sont réintroduites dans des cycles de fabrication. Pour comprendre comment amorcer un virage plus circulaire, il faut d'abord comprendre c'est quoi un modèle circulaire. Comment on peut passer d'un modèle plus linéaire à de l'économie circulaire. Et c'est avec Recyc Québec, dont la mission est entre autres d'amener le Québec à avoir une vision plus circulaire, qu'on a pris le temps d'en parler. L'économie circulaire, c'est un peu ce qui vient balancer ou contrebalancer ce qu'on appelle l'économie linéaire. L'économie linéaire, j'achète, je consomme, je jette. L'économie circulaire, c'est j'achète, je consomme, mais on remet ce qu'on a consommé au début de la chaîne. La stratégie la plus courante d'économie circulaire en entreprise ou dans l'emballage, plus spécifiquement, c'est vraiment l'éco-conception. C'est très important, évidemment, quand on est concepteur ou metteur en marché de produits, de se dire est-ce que mon produit mis en marché va pouvoir être recyclé, réutilisé, avant d'être valorisé et voir une autre utilisation possible avant d'être jeté, évidemment. Donc, parce qu'il faut savoir que sur la planète, on utilise plus de 100 milliards de tonnes de ressources par année. C'est énorme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour tous ensemble aussi penser différemment? Quel produit je mets en marché? Est-ce qu'il est mieux conçu? Est-ce qu'il va être plus durable? Est-ce que je peux prolonger sa durée de vie? Est-ce que la matière qui est utilisée va être facilement recyclable? Donc, c'est toutes ces stratégies-là que les entrepreneurs vont devoir réfléchir. L'économie circulaire, c'est une façon de repenser nos modes de fabrication et d'optimiser nos consommations de ressources. On y retrouve 12 stratégies et il faut voir ces stratégies-là comme un processus d'amélioration continue afin d'inclure plus de circularité dans nos modèles d'affaires. Parmi ces stratégies, il y en a certaines qui sont porteuses pour le secteur de l'emballage. On parle d'éco-conception, d'approvisionnement responsable, d'entretien, de réparation, d'économie de fonctionnalité, de recyclage, de compostage et de valorisation. Quand on inclut ces stratégies dans nos modèles d'affaires, il faut qu'on s'assure de ne pas créer d'autres impacts pour éviter des fausses bonnes idées en bout de ligne. Pour nous aider à guider nos choix, il faut donc se doter de mesures précises pour comprendre l'impact environnemental global. Une technique utilisée, c'est l'analyse de cycle de vie et le CIREG est une référence en la matière. Donc, quand on fait une analyse du cycle de vie, on vient regarder toutes les étapes du cycle de vie du produit ou de l'emballage, par exemple. De l'extraction des matières premières à sa fabrication, son utilisation et sa fin de vie. Puis à chacune de ces étapes-là, on vient quantifier toutes les émissions vers l'environnement, qu'elles aient lieu à l'air, à l'eau ou au sol, et toutes les ressources qui sont utilisées dans le processus. Pour un produit d'emballage particulièrement, le transport, c'est rarement plus que 10% de l'empreinte carbone complète du produit. Donc, c'est vraiment l'extraction des matières premières et la fabrication qui, eux, vont aller de 60 à 90% de l'empreinte carbone. Puis, en deuxième place, ça serait plutôt la fin de vie, la gestion de la fin de vie qui peut varier de 5 à 20%. Ce que ça nous amène, une étude d'analyse du cycle de vie, oui, on peut regarder les indicateurs à la fin, mais ça nous amène aussi tout un profil environnemental de notre système, avec les différentes étapes du cycle de vie, les différents types d'impacts qu'on va générer, et ça permet de nous détacher de raccourcis trop faciles comme recyclable, biosourcé, recyclé, biodégradable. Toutes ces étiquettes-là qui, à la fin, en soi, sont un très petit morceau de l'histoire et cachent une très grosse histoire derrière que si on la quantifie pas, on ne sait pas vraiment si c'est toujours mieux ou pas. L'intégration de matières recyclées dans un produit d'emballage, c'est une des stratégies les plus fiables qu'on peut avoir pour réduire l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale du produit. Ça peut réduire jusqu'à 75% les impacts
de l'empreinte carbone, jusqu'à 90% même les empreintes associées à la consommation d'eau. Des fabricants d'emballages engagés dans l'économie circulaire, il y en existe plusieurs. Beaucoup misent sur des stratégies concrètes pour réduire leur impact, comme l'intégration de matières recyclées post-consommation dans leur chaîne de production, une approche de plus en plus courante pour le secteur. Mais même avec les meilleures intentions, les défis restent nombreux à relever. Je vous emmène avec moi chez Tilton, un fabricant québécois d'emballages alimentaires qui cherche constamment à réduire l'impact de ses emballages. Nous, chez Tilton, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité du gisement, c'est le plus important. On se doit de rentrer de la matière de qualité ici à l'interne pour qu'après ça, le reste du processus est de façon fluide. On a un approvisionnement varié, mais on essaie le plus possible d'acheter localement si on le peut pour réduire les impacts environnementaux. Puis il y a aussi, nous, ici à l'interne, pour que, bien entendu, ces emballages-là puissent être considérés comme FDA, ils doivent aussi répondre à une stabilité du procédé. Nous, quand on ingère cette matière-là à l'interne, puis on la fait passer à travers notre procédé d'extrusion, ce procédé-là se doit d'être stable. Okay? Donc, on a un temps de résidence qui doit être respecté. Puis, on a aussi des pressions de vacuum qui doivent être respectées pour être capable d'authentifier le produit comme étant FDA approved. Il n'y a pas plus de fabricants d'emballages 100% recyclés parce que c'est compliqué de faire ça. C'est de l'équipement lourd, c'est de l'équipement complexe, ce sont des procédés compliqués, puis aussi à haut risque parce que, comme je disais tantôt, la qualité du gisement, elle varie. Et donc, nécessairement, il y a un élément de risque quand on processe cette matière-là à l'interne. Bien qu'intégrer de la matière recyclée post-consommation dans la fabrication de l'emballage réduit considérablement son impact, il reste que c'est tout de même important de prendre en compte les chaînes d'approvisionnement de la matière. Une des stratégies d'économie circulaire qui nous aide à y arriver, c'est l'approvisionnement responsable et j'ai rencontré Ecpar pour parler de cette stratégie. Je m'appelle Laurence Pajot, je suis conseillère en approvisionnement responsable à l'Ecpar, dont la mission est de favoriser l'adoption de pratiques d'approvisionnement responsable par les organisations au Québec et au Canada. L'approvisionnement responsable, ça vise à intégrer le développement durable dans les processus d'acquisition pour réduire l'impact environnemental, maximiser les bénéfices sociaux et favoriser la résilience économique des organisations, mais aussi des régions, de la société. Donc, une organisation peut se questionner sur les caractéristiques des produits, des services, des travaux qu'elle acquiert. Donc, c'est quoi les points chauds, les impacts vraiment de ce produit ou de ce service-là. Et elle peut aussi regarder les fournisseurs. Donc, quelles sont les caractéristiques des fournisseurs avec lesquels je fais affaire? Est-ce que je peux les enjoindre à améliorer leurs pratiques? Donc là, c'est plus à un niveau organisationnel, leurs pratiques au niveau des GES, des conditions de travail de leurs employés, par exemple. Il faut absolument commencer par regarder qu'est-ce qu'on achète. Ça sert à rien de commencer à intégrer tout de suite des mesures de on va réduire ci, on va augmenter ça, quand on n'a pas le portrait global. Donc nous, la première chose qu'on fait quand on accompagne une organisation, c'est regarder le portrait de ses achats. Puis ensuite, on fait des liens avec les principaux impacts environnementaux, économiques, sociaux, les principaux risques qui sont associés à ces catégories-là pour être stratégiques dans nos interventions. Il faut absolument poser des questions à ses fournisseurs. Donc sur la provenance des matériaux, sur les conditions de fabrication, les conditions de travail aussi des personnes impliquées dans la chaîne d'approvisionnement. Donc on va obtenir des certifications de la part de nos fournisseurs, des déclarations environnementales de produits qui nous permettent nous-mêmes de bâtir une connaissance de ce qui se trouve dans notre produit qu'on est en train, par exemple, d'éco-concevoir et d'améliorer notre transparence à nous aussi. Repenser l'emballage, c'est entrer pleinement dans une logique d'économie circulaire. Se sortir du modèle produire, consommer, jeter pour bâtir un système où chaque choix, dès la conception, contribue à réduire notre consommation de ressources. Et l'éco-conception y occupe une place centrale. C'est justement ce qu'on va explorer dans le prochain épisode.